Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Fromont, qui est expert en neuromarketing et rédacteur publicitaire. Salut Clément, comment tu vas? Salut Laurie, ça va très très bien, très heureux d'être là et merci beaucoup pour l'invitation. Clément, moi je suis ravie de t'accueillir. Je trouve le neuromarketing passionnant. De toute façon, les personnes qui nous écoutent, si elles écoutent ce podcast, elles savent que moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié au cerveau, à la compréhension des choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus exactement sur comment ça intervient, toi, le neuromarketing dans la rédaction publicitaire? Est-ce que tu peux nous donner ta définition? Ouais, exactement. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est les mécanismes psychologiques de prise de décision. Je suis passionné par les questions de pourquoi est-ce qu'on choisit une marque plutôt qu'une autre, pourquoi est-ce qu'on choisit un produit plutôt qu'un autre. Et depuis des années, je me suis passionné pour ce sujet-là. Et puis, pour donner un peu plus de contexte, en fait, moi, je suis un ancien de l'agence. J'ai travaillé 7 ans en agence, en start-up et en tant que freelance indépendant, en tant que justement que rédacteur publicitaire. Et forcément, je m'intéresse évidemment à tous ces mécanismes. C'est-à-dire que pour moi, le marketing, c'est avant tout quelque chose qui se passe dans la tête. Et à partir du moment où on comprend ce qui se passe dans la tête de son client, je pense que plus rien ne peut nous arrêter. Ok, donc c'est qu'est-ce qui rentre en jeu pour créer cette précieuse alchimie qui fait qu'on va s'attacher à une marque plutôt qu'à une autre? Quels sont les mécanismes qui vont venir derrière nourrir notre réflexion? Donc tout ça, c'est ton métier et tu le mets au service de tes clients. Exactement. Et donc, j'en ai fait une newsletter et je parle beaucoup aussi de tous ces sujets-là sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Et je viens de lancer Insta il y a quelques mois. Et je suis assez content parce que pour l'instant, ça marche très bien. Et en fait, pour expliquer, refaire un peu la définition du neuromarketing, le neuromarketing, en fait, d'un point de vue technique, c'est l'application des techniques de neurosciences au monde du marketing. Mais ce que j'aime bien faire avec le neuromarketing, c'est beaucoup plus simple d'englober, d'avoir une définition plus large, c'est-à-dire qui parle de tous les mécanismes psychologiques. Donc, on parle aussi de psychologie, on parle d'économie comportementale, aussi d'études en neurosciences. Et donc, c'est un peu plus large. Donc, pour le grand public, neuromarketing est un petit peu plus large qu'en réalité, un petit peu comme les gens confondent parfois entre la psychologie et le fait d'être allongé sur un divan et de raconter son enfance. Là, c'est un peu pareil. Neuromarketing, au final, c'est beaucoup plus précis que ça. Je veux faire un petit aparté, une petite précision là-dessus. Mais pour faire simple, c'est tous les mécanismes psychologiques qui rentrent en ligne de compte par rapport à nos décisions face à une marque, un produit, etc. Ok, écoute, merci pour cette définition très claire et de nous rappeler que parfois on fait un petit peu des raccourcis. Donc là, on va plus en faire avec toi, on aura une bonne définition du neuromarketing. Aujourd'hui, Clément, tu vas venir nous parler de comment créer des contenus qui vont faire de l'engagement et qui vont susciter des réactions de la part des personnes qui lisent nos contenus, notamment sur LinkedIn. Du coup, j'imagine que les mécanismes dont tu viens de nous parler vont rentrer en jeu. Exactement, Laurie. On a plein de choses à voir aujourd'hui, et notamment, on va parler des contenus qui font de l'engagement, donc qui font des vues, des contenus pour doper soit sa marque personnelle, soit tout simplement pour gagner des clients, parce qu'effectivement, faire des vues sur LinkedIn, c'est facile, gagner des clients, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, donc c'est vraiment à la fois sur de la visibilité, et la visibilité, on en parle beaucoup aujourd'hui. À quoi ça sert? Ça sert à ce que nos prospects et nos clients nous connaissent et nous reconnaissent. Et derrière, c'est pas juste être visible, c'est aussi être choisi, c'est-à-dire qu'on puisse acheter chez nous. Donc comment on crée ce type de contenu? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, qu'on peut lire sur le sujet. Et toi aujourd'hui, justement, tu viens peut-être prendre la chose un petit peu à contre-pied et justement, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que ça te dit de nous livrer ta vision des choses? Exactement. Alors moi, il y a déjà une première chose. J'aimerais parler de quelques mythes, des choses qui sont propagées beaucoup sur LinkedIn, notamment des stratégies de contenu qui ont un peu le vent en poupe. Et en réalité, quand on les teste, on se rend compte juste que ça fonctionne pas. Je pense notamment à la stratégie qui est très populaire, la stratégie tofu, mofu, bofu. Donc pour expliquer ce que c'est la stratégie tofu, mofu, bofu, c'est une stratégie qui se base sur le principe qu'en fait, notre client est dans une espèce d'entonnoir. Donc on démarre par le haut d'un tunnel, donc tofu, ça veut dire top of funnel, mofu, middle of funnel, et bofu pour bottom of funnel. Et donc, que notre lecteur va passer de l'étape du top tunnel à bas du tunnel. Et en fait, pour ça, ce qu'on recommande, c'est de créer des contenus qui vont parler soit tofu, puis ensuite mofu, puis ensuite bofu, et faire descendre la personne dans le tunnel. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que déjà, les tunnels marketing n'existent que dans la tête des marketeurs, en fait. Ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que les gens passent pas vraiment dans un tunnel en réalité.
entre le moment où on va découvrir une marque et le moment où on va acheter un produit, il peut y avoir énormément de touch points et c'est pas parce que la personne elle s'est dit ah tiens je suis passé par un contenu top tunnel qu'ensuite elle s'est mise à acheter. En fait non, il y a des déclencheurs d'achat qui sont beaucoup plus subtils que ça. Il y a des mécanismes psychologiques, des motivations et des freins qui sont en jeu dont on n'a pas forcément conscience et c'est pour ça que la stratégie tofu mofu bofu est en fait intéressante parce qu'elle est elle donne l'impression de maîtriser un peu les choses, ça nous donne l'impression d'être smart en réalité. Par rapport à cette stratégie, on se dit oui, j'ai 40% de contenu top tunnel et maintenant 20% de contenu middle tunnel et 30%. C'est pas comme ça que ça marche en réalité. En réalité, ce qui fonctionne, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de posts qui marchaient particulièrement bien. C'est les contenus, en fait, finalement, ceux qui sont plutôt qui ont une volonté de faire de la visibilité. Ça, c'est des posts qui fonctionnent extrêmement bien sur LinkedIn, mais aujourd'hui, on va pas trop en parler parce que c'est des posts relativement faciles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de faire des clients. Et en réalité, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer des posts qui sont finalement plutôt bas de tunnel, en réalité, qui parlent de notre expertise, mais qui font quand même de la visibilité. Et donc, pour ça, il y a énormément de leviers psychologiques et donc, j'ai hâte de vous en parler là. OK, bah, écoute, c'est super intéressant. C'est vrai que là, tu viens quand même tordre le cou à quelque chose qu'on peut lire et entendre assez régulièrement avec cette stratégie, tofu, mofu, bofu. Donc, je le répète, c'est vraiment une stratégie de contenu qui se base sur le parcours, des prospects avant de devenir clients, dans un entonnoir de conversion du moment où ils nous découvrent au moment où ils achètent. Donc c'est pas toujours facile à mettre en place. Ça, c'est vrai que tu n'es pas le premier à le dire, mais ça nous donne quand même un cadre pour démarrer, on va dire. Et toi aujourd'hui, tu dis c'est pas aussi simple que ça. Le client ou le prospect, lui, il se dit pas tiens, je suis à cette étape-là. Et au final, il y a d'autres leviers, et notamment ceux que tu vas aborder aujourd'hui, qui peuvent nous permettre de faire du contenu d'experts, mais tout en étant digeste et en faisant des vues. Si j'en parle de manière un peu critique, c'est surtout parce que moi, je l'ai beaucoup appliqué, cette stratégie-là, parce que j'ai essayé de la mettre en place et en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Ce qui a commencé à fonctionner pour moi, c'est quand j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que les gens sont sur les réseaux. Et ça, c'est, je dirais, le critère fondamental. À partir du moment où, en fait, on comprend pourquoi est-ce que les gens vont consommer du contenu sur les réseaux, eh bien, ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus simples. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi pourquoi les gens partagent un contenu sur les réseaux. Qu'est-ce qui va être engageant sur les réseaux? Il y a une théorie qui a été popularisée par un bouquin qui s'appelle Contagious, où l'auteur, je crois que c'est Jonah Berger, en fait, il explique qu'il y a 6 principes qui favorisent la viralité d'un contenu. Et d'ailleurs, quelle que soit la thématique d'un contenu, ça peut être un contenu très grand public ou un contenu qui va être au contraire plutôt pointu. La question qui se pose pour lui, le premier levier, c'est ce qu'on appelle la monnaie sociale. La monnaie sociale, c'est qu'est-ce qui va motiver une personne à partager un contenu sur un réseau. En réalité, ce qui va motiver la personne à liker ou commenter sur LinkedIn, puisqu'en plus tout est public. C'est-à-dire que moi, quand je vais liker un post ou que je vais commenter un post, c'est-à-dire mon réseau va le voir. Donc en fait, j'ai tout intérêt à engager seulement sur des posts qui ont une volonté et une capacité de me faire briller. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais liker et commenter que des posts qui vont me faire paraître plus smart, plus intelligent, quelqu'un de drôle, quelqu'un de socialement Ouais, agréable. qui va te mettre en valeur, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc, à partir du moment où en fait on comprend que les contenus qui marchent sur la plateforme, d'ailleurs, quelle que soit la plateforme, ça fonctionne sur YouTube, ça fonctionne sur LinkedIn, ça fonctionne sur Instagram. Le levier principal, c'est ce qu'on appelle la monnaie sociale. Et à partir du moment qu'on comprend comment est-ce qu'on génère cette monnaie sociale, en fait, tout est devenu plus simple. Et en fait, comment j'ai commencé à comprendre ce levier-là, en fait, mes posts sont passés de résultats relativement moyens, de quelques likes, 5, 10, 15 likes maximum. Quand je faisais 30 likes, c'était vraiment la fête. Aujourd'hui, tous mes contenus dépassent 100 likes. 95% de mes posts aujourd'hui dépassent les 100 likes avec en moyenne 200. Donc, au final, OK. c'est ce truc-là, moi, qui a tout changé. Donc ce que tu nous dis, c'est que finalement, inconsciemment, parce que j'imagine qu'on ne le fait pas sciemment, hein, inconsciemment, on va plutôt aller s'orienter et soutenir publiquement des posts qui vont un peu flatter notre image, nous mettre en avant.
Exactement, et de toute façon, il y a qu'à voir c'est quoi le principal levier de viralité, notamment sur Instagram. Il y a Adam Mosseri, qui est le CEO d'Instagram, qui a partagé très récemment que le critère numéro 1 derrière l'algorithme de la viralité sur Instagram, c'est le partage, qu'on appelle le dark social, c'est le partage qu'on va envoyer directement en MP à un ami. Donc quand on envoie C'est souvent vrai, un hein. mème ou un truc, voilà, c'est souvent parce qu'en fait on a quelque chose à partager avec un ami, donc en fait on veut paraître pour quelqu'un de marrant ou quelqu'un d'engagé ou quelqu'un on garde le lien en fait social et c'est pour ça que c'est un critère hyper important à prendre en compte, quoi. OK, bah, écoute, j'aime beaucoup et effectivement, c'est pas quelque chose quelque chose auquel on pense, naturellement quand on rédige. Et oui, bah, c'est quelque chose qui est relativement inconnu. En tout cas, j'ai vu personne aujourd'hui en parler, enfin très très peu de personnes aujourd'hui en parler sur les réseaux. Et pourtant, quand je vois à côté la stratégie tofu mofu bofu, qui a aucun fondement scientifique et qui en plus fonctionne pas pour la plupart des gens, je me dis mais pourquoi est-ce que personne n'a parlé encore de monnaie sociale, alors que ça, au contraire, ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est la base derrière un contenu viral. Et est-ce que tu as 2-3 tips, à nous donner justement pour ça, créer, pour utiliser, cette social currency, cette monnaie sociale dans nos publications? Ouais, alors il y a un exemple qui est assez connu, c'est celui de Starbucks. Alors, si vous êtes jamais allé chez Starbucks, C'est que vous vous vivez manquez dans une rien. grotte? C'est pas très bon. C'est Mais vrai c'est en plus. surtout que ils sont connus pour un truc qui est un peu énervant pour la plupart des gens, mais en fait, ils ont tendance à écrire notre prénom, mais ils Ils l'écrivent le font mal. ils le font exprès. Et ils le font exprès. C'est ça qui est assez passionnant, c'est que la plupart du temps, enfin pas la plupart temps en temps, ils vont tendance à avoir mal écrire le prénom de la personne qui a commandé. Et ce qu'ils se sont rendu compte, c'est qu'en fait, ça générait un effet de viralité sur les réseaux parce que les gens ont tendance à partager cette photo-là sur Instagram, auprès de leurs amis, etc. C'est cet élément-là qu'il faut essayer de découvrir et comment est-ce qu'on peut faire un peu de monnaie sociale dans ces contenus. OK, bah, écoute, moi je vais te faire un aveu au Starbucks. Je me suis déjà amusée à donner un faux prénom, bien pourri, juste pour rigoler après avec ma photo et partager en disant: «Regardez, je me suis appelée Gertrude aujourd'hui». C'est assez puéril, hein, j'en ai conscience, mais n'empêche ça marche et tu as raison. OK, bah, écoute, donc si je comprends bien, cette social currency, c'est mettre cet ingrédient dans nos publications pour, générer, de l'engagement, heu, c'est vouloir, en fait, donner envie aux gens de vouloir le partager, d'être associés à, une marque, une histoire ou, je sais pas moi, un fait, des valeurs, c'est un peu ça? Exactement. Je peux te partager une note technique, Ouais, justement, qui est un petit peu la base de la monnaie sociale. Il y a certains sujets qui sont plutôt faciles, pour lesquels on peut s'associer. La question, c'est d'éviter quand même de partager un sujet qui est trop loin de son domaine de compétence et son domaine d'autorité. J'explique ça juste après. Mais pour faire simple, je peux te donner un exemple. C'est beaucoup plus facile de s'engager sur les réseaux sociaux avec un post qui va parler de bien-être au travail plutôt que de filtres de stations d'épuration. Voilà, c'est c'est beaucoup plus. étonnant, c'est Ouais, et donc, par nature, par essence, il y a certains sujets qui sont, on va dire, plus friendly que d'autres. Donc, si on arrive déjà à identifier ces sujets-là, pour ça, c'est relativement facile, hein. Il suffit déjà de voir qu'est-ce qui est publié ailleurs sur Internet, qu'est-ce qui est ouais. publié en termes de livres, quels sont les documentaires qui fonctionnent bien en ce moment sur Netflix, quels sont les livres qui sont vendus en ce moment dans les librairies, quels sont les contenus récents qui ont fait de la visibilité sur les réseaux. Et ensuite, seulement quand on a un peu ce pool de sujets, tous ces sujets-là sont pas bons à prendre. La deuxième technique qu'il faut appliquer, c'est déjà, est-ce qu'on peut rattacher ces sujets-là à son domaine d'expertise? Donc si par exemple, je suis freelance en email marketing pour des startups, des SaaS en B2B, j'ai pas forcément envie de parler du dernier sujet à la mode, par exemple. Là, en ce moment, il y a Inoxtag qui vient de gravir Oui, j'allais te l'Everest. dire. Est-ce que j'ai envie de parler d'Inoxtag qui a gravi l'Everest?
si je suis freelance en email marketing, ça va être difficile de trouver un sujet. Il faut aussi avoir un peu cette fibre de newsjacking. C'est que si quelquefois il y a un piratage à grande échelle d'emails qui sortent pour une grande entreprise, bah, typiquement, voilà, c'est le genre de sujet sur lequel on a envie de se positionner et expliquer, bah, par exemple, 5 techniques pour sécuriser ses adresses email quand on est une entreprise SaaS B2B pour éviter le... Voilà, c'est Mais évident. c'est vrai ce que tu dis, parce que je me souviens avoir fait une publication il y a quelque temps sur le fait que, pas très sexy, que j'avais repris le sport, donc c'était de manière régulière, et le sport, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. J'avais fait un parallèle avec le fait que finalement, j'en faisais pas beaucoup chaque semaine, 3 fois 30 minutes, je crois. Mais par contre, j'étais très régulière et que je m'astreignais à cette routine-là et que finalement, c'était la même chose dans des actions marketing ou publier sur LinkedIn. C'est que c'était pas tant la quantité qu'on faisait, mais c'était la régularité avec laquelle on le faisait et la discipline qu'on y mettait qui était payante. En fait, ce post a vraiment très très bien marché et beaucoup de gens se sont associés en partageant leur routine sportive, clairement. C'était pas forcément le but, mais les gens aiment bien parler d'eux aussi, et en appréciant le parallèle et en disant que oui, effectivement. Donc, je vois bien ce que tu veux dire, c'est peut-être prendre un sujet qui touche beaucoup de monde pour pouvoir après faire un filtre sur sa propre expertise. Ok, est-ce que tu as un autre conseil à nous partager justement pour créer des contenus qui vont engager et engager de la bonne façon, c'est-à-dire sur notre expertise, sur LinkedIn notamment, mais tu as dit que finalement ces conseils étaient applicables sur toutes les plateformes. Ouais. En fait, il y a une erreur fondamentale sur les contenus que je vois très très souvent. C'est l'utilisation des mauvaises émotions. Alors, utiliser des émotions, qu'on s'entende bien, c'est très très bien. Il faut utiliser des émotions, puisqu'en fait, notre cerveau ne décide pas par des arguments. Ce serait une erreur aujourd'hui de faire des posts sur LinkedIn ou même des posts pour promouvoir son activité en utilisant des arguments purement logiques et rationnels. Les études ont montré que ça ne fonctionnait pas. Depuis maintenant déjà presque une dizaine d'années, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman qui explique Excellent. qu'on est des êtres principalement émotionnels. Et donc, à partir du moment où on a compris qu'on est des êtres émotionnels, utiliser des arguments, c'est pas du tout la bonne méthode pour convaincre et notamment pour vendre. Donc, effectivement, il faut utiliser des émotions. Mais le problème, c'est que toutes les émotions ne sont pas bonnes à prendre. Il y a des émotions qui sont motivatrices. Il y a des émotions qui sont inhibitrices. C'est très différent des émotions positives et négatives. Les émotions positives, ça va être par exemple la joie, la satisfaction, le contentement, ça va être l'enthousiasme. Bref, ça, c'est des émotions positives. Et à côté de ça, il va y avoir des émotions qu'on va dire considérées comme négatives. Ces émotions négatives, ça va être par exemple la colère, la frustration, la peur, etc. Et il y a une idée reçue qui prouve qu'en fait, utiliser des émotions négatives sur nos contenus et sur les réseaux, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement, les émotions négatives ont tendance à attirer l'attention. Ça, c'est vrai, c'est éprouvé par des études. Donc, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Mais le problème, c'est que pour vendre sur les réseaux, en réalité, quand on capte l'attention et qu'on reste dans un mood négatif, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va complètement casser la motivation de la personne. C'est que si je suis en train de partager un post sur les réseaux sociaux où je parle d'un événement négatif, et puis ensuite ça reste négatif, et bien au final, la personne, ça la saoule, quoi. Elle a juste envie de rester sous sa couette et de pas passer à l'action. Exactement, ça vient complètement inhiber son comportement. Par exemple, le désespoir. Le désespoir, c'est une émotion négative qui est complètement inhibitrice, contrairement à certaines émotions négatives qui vont être motivatrices, comme par exemple la frustration. Quand on est frustré, on a souvent tendance à se mettre en mouvement parce que justement, on a envie de corriger cette frustration. Et il y a des émotions qui sont positives, justement, qui ont ce même pouvoir de motivation, contrairement à certaines émotions négatives qui vont au contraire aussi être inhibitrices. Par exemple, l'émotion positive inhibitrice, c'est la satisfaction. Quand on est satisfait, par exemple, voilà, j'ai bien mangé, j'ai eu un bon repas, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je suis bien, j'ai pas envie de bouger, je suis pourquoi impeccable. Je changerais ? Exactement. Par contre, des émotions positives comme la joie. La joie, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me mettre en mouvement, j'ai envie de faire quelque chose. Ou encore mieux, l'espoir. L'espoir, c'est une émotion qui est particulièrement motivatrice. Donc en fait, l'erreur à pas commettre, c'est d'utiliser que des émotions négatives. Ça marche à la limite pour capter l'attention. Mais surtout, pour vendre, il faut terminer sur des émotions motivatrices.
C'est ça qui est très important. OK, donc on parle pas d'émotions positives ou négatives, on Non. parle bien d'émotions pour avoir soit de la motivation, et surtout éviter celles qui vont, générer de l'inhibition, où vraiment on va pas vouloir bouger parce que finalement, on est bien là où on Exactement. est Donc bien où on est mal, mais ça nous donne pas envie d'y aller. Donc c'est ça. On peut utiliser des émotions positives ou négatives sur un poste, à condition de jouer sur une palette d'émotions. C'est-à-dire que si j'ai commencé de manière positive, bah, j'ai tout intérêt à jouer un peu sur cette palette, faire un petit peu de négatif, puis remonter. En général, il vaut mieux terminer sur une note positive. Moi, c'est ce que je préfère, parce que quand c'est tout le temps négatif, ça va avoir un phénomène qu'on appelle la réactance. C'est que quand c'est trop négatif, la personne, elle va se sentir mal à l'aise. On va avoir l'impression qu'on est en train de lui forcer un peu la main, qu'on lui agite le hocher de tous les malheurs, et en fait la personne, elle va se dire oula, très, très peu pour moi là, cet oiseau de mauvais augure, je n'en veux pas dans ma vie, et donc elle va passer à la suite. Donc moi, ce que je recommande, c'est que si on démarre par une émotion positive ou négative, toujours essayer de terminer sur une émotion positive, et surtout une émotion qui est motivatrice. Donc éviter par exemple les émotions de type la honte. La honte, c'est une émotion qui est très, 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 enfin, Ah, qui est c'est impossible. horrible. On peut pas vendre. Si on utilise des émotions comme la honte, c'est terminé. Personne ne vendra avec cette émotion, c'est pas possible. Oh, bah, c'est super intéressant. Et est-ce que toi, du coup, tu as testé toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment t'en rendre compte? Est-ce que ça t'arrive aussi de décortiquer certains posts en disant: «Là, il a une erreur»? Ben, moi, ce que je vois, c'est principalement des erreurs de calibrage ou de clarté. Donc, quand je dis des erreurs de calibrage, c'est soit la personne, elle communique sur un réseau qui est trop loin de son secteur d'expertise et où le lien qu'elle va faire avec son domaine d'expertise est bancal, ou alors la deuxième erreur principale, c'est principalement une erreur de clarté. Donc, une erreur de clarté, c'est tout simplement, en fait, on comprend pas ce que la personne fait. Quand on va sur son profil, quand on va sur ses contenus, on comprend pas c'est quoi le point, en fait. Qu'est-ce qu'elle essaie de nous Où elle veut en partager? venir? Ouais, et ça manque souvent un peu de substance ou un peu de fond, ou alors au contraire, ça va être des posts qui sont vus et revus. C'est que si je te dis un exemple, 5 conseils pour mieux se sentir au travail, tu vois, et que toi, tu es une personne, t'es un freelance en social media, la personne te partage ça. C'est quoi le point avec ton job, tu vois? Quelle est l'histoire que tu nous racontes à côté de ça? Si le rapport en fait est un peu bancal, c'est principalement l'erreur que je vois en tout cas. OK, donc toi, tu recommandes quand même de toujours contextualiser, de toujours raconter une histoire à côté, de resituer la publication par rapport à ça? Bah, c'est ça, en fait, les histoires sont extrêmement persuasives, parce que si je te donne un exemple, c'est que si demain tu sors de chez toi et tu vois un homme qui tient un chien au bout d'un fil. En fait, l'histoire que tu es en train de te raconter, alors que la seule chose que tu as vue, c'est une personne, un fil avec un chien au bout. C'est un peu Pourtant, chelou, ce on que est tu vas te d'accord? dire, tu vas te dire, ah oui, bah du coup, mon voisin est en train de promener son chien. Avec un En fil? fait, bah, c'est la laisse. Oui. Ah OK. Ah oui, voilà, c'est au bout d'une laisse. Et donc, en fait, du coup, ton cerveau va combler automatiquement les trous OK. entre toi, ce que tu vois, c'est-à-dire bah, un chien et un humain avec un fil entre les deux. Et Oui. en fait, l'histoire que tu es en train de te raconter, c'est ah bah, je reconnais, c'est mon voisin, il est en train de promener son chien. Donc, en fait, comme tous les matins, il promène son chien. Et c'est exactement ça, les histoires, c'est qu'en fait, ça vient combler des trous dans le récit, dans les informations qu'on a. Et comme ces histoires sont comblées par notre propre cerveau, ça vient de nous. Donc en fait, c'est extrêmement persuasif. Et donc c'est pour ça que je recommande d'utiliser beaucoup les histoires. Évidemment, des histoires qui sont bien écrites, qui sont pertinentes, percutantes. C'est un peu plus c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais c'est une technique très puissante. Donc il faut s'entraîner, idéalement, il faudrait s'entraîner à écrire des histoires pour, mieux faire passer, des concepts par rapport à notre expertise. C'est ça. Moi, j'ai une technique que je recommande à tout le monde. C'est j'utilise au quotidien. Moi, j'ai un journal. Et sur ce journal, c'est très régulier où je vais simplement marquer mes pensées. Et donc, quand il m'arrive quelque chose, je raconte en fait cette histoire. Et donc, j'utilise tout le temps la structure narrative assez classique, c'est-à-dire c'est quoi la base de l'histoire, quel est l'élément perturbateur, ensuite qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la conclusion de cette histoire-là. Donc, à partir du moment où j'ai ces 4 étapes-là, je peux ensuite en dérouler une histoire assez facilement. Et donc,
c'est comme ça que j'ai souvent des histoires à raconter, des anecdotes, et que je les oublie pas, parce que j'ai tendance à justement oublier Ah ce qui oui, m'arrive. notez ce qui vous arrive, notez l'histoire, notez les conversations que vous pouvez avoir, parce que finalement, on peut. Alors, il y en a sans doute qui ne seront pas utilisées, mais on a souvent une base, une bonne base pour communiquer et pour utiliser justement cette matière pour pouvoir bien communiquer par rapport à notre expertise aussi. Et comme tu dis, eh ben notre cerveau, il va plus facilement créer du lien, il va plus facilement comprendre s'il y a ces histoires derrière. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à avoir ce petit rituel, parce que je me suis rendu compte de la puissance des histoires tout simplement dans mon parcours professionnel. Et à part ce moment où je me suis dit, ok, je veux plus rater une bonne occasion d'avoir une bonne histoire, ça fonctionnait extrêmement bien quand on est. Alors j'ai eu ça énormément quand j'étais en agence. C'est des histoires qu'on peut raconter, notamment pendant les ateliers clients. C'est souvent on a du mal à être persuasif, parce que les recommandations qu'on va faire, notamment si on est consultant ou qu'on est freelance ou qu'on est indépendant et qu'on va faire une recommandation à un client, le client peut considérer que c'est une recommandation qui n'a pas vraiment de fondement et pas de sens. Ce qu'on appelle l'effet pourquoi. Ça a été tiré notamment d'une étude où à la photocopieuse, ils ont demandé à des chercheurs de faire le test. Ils ont mis une personne qui était dans la file de la photocopieuse, la personne arrivait en bas de la file, et puis la personne demandait est-ce que je peux passer. Il y avait seulement 60% des gens qui acceptaient à la personne Ce de qui est déjà passer. pas si mal. C'est pas mal, ce qui est pas mal, les gens sont quand même sympas. Et puis après, ils ont demandé à la personne, donc deuxième situation, de dire est-ce que je peux passer parce que je suis pressé. Là, il y avait 90% des gens qui acceptaient de laisser passer la personne. Donc quand même une amélioration de plus de 30%. Et ils ont fait le test sur une dernière situation où ils ont demandé à la personne est-ce que je peux passer parce que je dois faire des photocopies. Bah, comme tout le monde en fait. Oui, Et j'allais te là, dire. pareil, autant de personnes, 90% des gens acceptaient à la personne de passer. Donc en fait, ce qui montre, c'est que la justification est pas nécessairement et n'a pas besoin d'être nécessairement très pertinente tant qu'il y en a une, ce qu'on appelle l'effet pourquoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser des histoires, parce que les histoires, c'est une justification qui est extrêmement simple à mettre en place. C'est que quand on a une recommandation, ben, j'aime beaucoup dire, bah, j'ai tel client qui l'a mis en place, ça a très bien fonctionné, les résultats ont été d'autant, et donc ça raconte une histoire à mon client, et donc je pense que c'est intéressant pour vous parce que vous avez tel levier, tels éléments qui sont similaires, et donc si on met ça en place, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Et là, bah, le Ok. client, il dit, bah ok. C'est hyper intéressant parce que du coup, alors je suis d'accord que à titre perso, j'ai souvent besoin de comprendre pourquoi. Et les choses passent beaucoup mieux. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein. Mais du coup, tu dis que en donnant une histoire, ça répond un peu à cette question du pourquoi et que finalement, le message va d'autant mieux passer. C'est ça. Et en fait, les histoires sont persuasives déjà par elles-mêmes, mais en plus, en mixant ces techniques qui sont tirées d'études en psychologie sociale, hein, c'est là où ça devient encore plus puissant et assez logique. Il y a beaucoup de personnes qui le font naturellement sans s'en rendre compte, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a des impasses dans le milieu professionnel, bah oui, ça aide énormément, quoi. OK, bah, écoute, si je dois récapituler, les 3 techniques que tu nous as données aujourd'hui pour, rédiger du meilleur contenu. Donc un bon contenu, c'est un contenu donc qui est lu, qui est lu et qui est partagé et qui convertit, c'est-à-dire qui va venir, attirer les bonnes personnes à vous, donc les bons clients, hein. C'est utiliser la technique de ce qu'on appelait la social currency, donc la monnaie sociale. Donc vraiment ça, je crois que c'est ma préférée. C'est créer du contenu, dans lequel pour lequel on va se sentir valorisé, sur lequel on va se sentir valorisé quand on s'engage. Voilà, j'arrive à le dire. La deuxième technique, c'est trouver des sujets qui plaisent, donc des sujets d'actualité notamment, ou des sujets qui sont alors un peu, c'est pas moche ce que je dis, un peu mainstream, qui vont vraiment parler à beaucoup de monde, tout en gardant à l'esprit qu'il va falloir quand même le rattacher à notre expertise. C'est pas parler de la santé mentale pour parler de la santé mentale, ou parler du sport pour parler du sport. C'est vraiment arriver à créer une cohérence avec ça. Et troisième technique, mettre les bonnes émotions. Alors, on ne parle pas d'émotions positives ou négatives, mais on va parler d'émotions motivatrices et d'émotions inhibitrices qu'on va vouloir éviter comme la peste. Est-ce que j'ai tout bon?
Ben, merci beaucoup, Laurie, c'est parfaitement résumé. Je rajouterais en plus la notion d'autorité, puisque c'est Ouais. important d'avoir un niveau d'autorité suffisant pour s'engager sur tel ou tel sujet. Et pour ça, en fait, pour améliorer et doper son autorité, il y a rien de mieux, hein. Déjà, c'est vrai que faire de la visibilité et montrer que les contenus qu'on fait font des likes, il faut dire c'est vrai, hein, ça aide. C'est que si une personne a tendance à être beaucoup plus visible et qu'on voit qu'elle est un peu adoubé quelque part par la foule, c'est vrai que ça vient naturellement doper son autorité. Mais quand on démarre de zéro, les conseils que je peux donner, c'est surtout d'essayer de montrer à la personne comment est-ce qu'elle peut travailler avec nous, pour l'aider à s'identifier, à se projeter dans une relation. Et le mieux pour ça, le mieux que j'ai trouvé, c'est les études de cas, les avant-après. C'est quand on montre, ben voilà où en était mon client avant, voilà où est mon client maintenant. Ça, c'est le truc le plus puissant. Parce que l'effet de avant-après, c'est un effet de contraste hyper puissant. Et pour notre cerveau, on comprend ça immédiatement, en un clin d'œil, en un coup d'œil. Et en fait, on voit en fait, on voit le travail. Et c'est même très, très puissant, même si on n'a pas encore de clients. C'est-à-dire que si demain, on veut travailler avec des clients prestigieux et qu'on n'a pas encore les moyens de toucher ces clients-là, ben en fait, on n'a qu'à aller tout simplement faire ce travail-là pour les concurrents, par exemple. On va faire ce On peut faire travail-là du décryptage. ou du décryptage, ça marche très bien aussi. Le Et décryptage, donc, c'est excellent. ça montre les compétences qu'on peut avoir, et puis ça vient tout simplement doper naturellement une autorité. Et à partir du moment où on commence à faire un peu plus d'autorité, un peu plus de visibilité, au final, tout devient beaucoup plus simple. Et puis après, il y a un petit effet boule de neige qui se met en route. OK, donc on essaye de mélanger les 2, mais c'est un excellent conseil que tu donnes, ici, et ce qui permet aussi de mélanger même avec les techniques comme l'histoire, et on peut rajouter également des émotions pour, faire parler, notamment dans une étude de cas client, on peut parler des émotions, ça permet aussi de connecter, heu et tu as dit, ça fait partie des choses qui fonctionnent et qui permettent aux personnes de s'engager et de mieux comprendre ce qu'on fait. Clément, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Pour les personnes qui veulent te suivre, où est-ce qu'elles peuvent te joindre? Bah alors c'est très facile, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Clément Fromont, tout simplement sur LinkedIn, très facile. Et sinon, la majorité de mon travail se trouve sur la newsletter, donc ça s'appelle Insight. Ce que je te propose, c'est qu'on mette le lien vers ton LinkedIn et vers ta newsletter déjà dans les ressources de cet épisode. Comme ça, pour ceux qui veulent continuer de te suivre et d'en savoir plus, ils auront tout à disposition. Merci beaucoup, Laurie. À très bientôt.